Parlons Aviation, épisode 33. Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons du métier de mécanicien avion avec Jean-Rémy. Nous parlerons aussi d'actualité avec l'annonce de la fin du programme A380 par Airbus. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons Aviation épisode 33 est prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 33e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons discuter d'un sujet plus technique orienté vers la maintenance des avions avec Jean-Rémy. Jean-Rémy est un mécanicien avion ayant travaillé principalement sur des avions de ligne. Tout d'abord, nous irons en détail sur son parcours académique lui ayant permis d'accéder à ce métier. Ensuite, il nous parlera des différents avions sur lesquels il a pu travailler avec notamment l'Airbus A320, les Boeing 747, 777 et 787. Nous évoquerons quelques différences de philosophie de conception et de maintenance sur ces machines. En particulier, nous parlerons des différences entre les structures en aluminium et celles plus récentes en composite. Jean-Rémy nous parlera également des différents types d'actions et de vérifications qui peuvent être effectuées sur un avion de ligne, ainsi que des différentes facettes de son métier entre la maintenance de piste et de hangar. Il nous donnera aussi un aperçu du processus d'analyse et de correction de panne avec les systèmes informatisés modernes et les tests intégrés à l'avion. Nous en profiterons également pour discuter des nouvelles technologies et de leur impact sur son métier. Nous discuterons des systèmes de liens de données permettant à l'avion de prévenir la compagnie en cas d'usure anormale d'un système ou de panne, mais aussi de préparer automatiquement ses propres mises à jour logicielles. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse www.parlonsaviation.com/33. Mais avant de discuter avec Jean-Rémy, passons maintenant aux actualités. L'actualité de la semaine est l'annonce de la fin de la ligne de production de l'A380 pour 2021 par Airbus. Cette annonce fait suite à l'annulation par Emirates de pas moins de 39 de leurs commandes pour cet avion. L'A380 est un programme qui a connu de nombreuses difficultés mais qui a aussi suscité de nombreux espoirs. Sa conception et sa fabrication ont été réparties parmi de nombreux pays européens, ce qui a causé des retards avec notamment des problèmes de version de logiciels qui ont attiré les grands titres à l'époque. L'objectif principal d'Airbus était de proposer un avion qui compenserait la saturation des aéroports mondiaux majeurs. À l'époque du lancement du programme, les courbes de progression du trafic aérien pointaient vers cette situation de manière claire. Néanmoins, suite à la crise financière, ces projections se sont révélées largement exagérées. Aujourd'hui, seulement une petite poignée d'aéroports majeurs sont véritablement concernés par ce problème. En Europe, on cite souvent le cas de Londres Heathrow dont le taux d'occupation atteint les 99%, mais cela reste de loin plus l'exception que la norme. Airbus a donc fait le choix de construire un avion largement plus gros que ce qui existait jusqu'à maintenant avec le Boeing 747. Cependant, face à un avantage principal largement non réalisé, la liste des inconvénients de cet avion est particulièrement longue. Tout d'abord, l'envergure de l'A380 dépasse tout ce qui se faisait jusqu'à maintenant en termes d'avions civils. Ces dimensions physiques ont créé de très nombreux problèmes au niveau des infrastructures aéroportuaires. Toute l'organisation d'un aéroport doit être réévaluée afin d'accommoder un tel gabarit. Cela va de l'espacement des voies de roulage entre elles, mais aussi avec les pistes, jusqu'aux places de parking en passant par tous les divers obstacles parsemés sur les aéroports. Peu de plateformes ont accepté de faire ces aménagements extrêmement coûteux. Cela est non seulement problématique pour les destinations vers lesquelles les A380 opèrent, mais aussi pour les aéroports de dégagement. Bien qu'il soit possible de poser un A380 sur la plupart des aéroports de taille moyenne et plus gros, sa circulation au sol et son parking est un casse-tête sans fin. Dans le cas d'un terrain comme Genève, des essais avaient été effectués afin de pouvoir utiliser la plateforme comme terrain de dégagement. Ces essais avaient été un échec car la circulation de l'A380 sur l'aéroport nécessitait essentiellement de stopper tous les départs et les arrivées pendant plus d'une vingtaine de minutes. Ces considérations sont particulièrement problématiques pour des raisons de consommation de kérosène. En effet, comme il y a peu d'aéroports de dégagement pour les A380, il est nécessaire d'emporter plus de carburant pour pouvoir se rendre vers ces terrains plus lointains. Transporter ce carburant induit en plus une consommation supplémentaire tout au long du vol à cause du poids que cela représente.
Sur des longs vols, cela représente des quantités très loin d'être négligeables. Un autre inconvénient de l'A380 est la configuration de ses moteurs. Depuis les 30-40 dernières années, les compagnies se sont clairement dirigées vers des bimoteurs grâce à l'introduction et l'expansion des normes ETOPS pour Extended Twin Engine Operations. Historiquement, les avions bimoteurs n'avaient pas la possibilité de s'éloigner à plus d'une heure d'un aéroport de dégagement alors que les tri- et quadrimoteurs pouvaient s'affranchir de cette contrainte. Avec ETOPS, ces considérations sont devenues largement caduques. Aujourd'hui, peu de zones du globe ne sont pas accessibles pour les avions ETOPS modernes. La préférence des compagnies pour les bimoteurs est expliquée principalement par une meilleure consommation de carburant. L'augmentation des prix du kérosène depuis les années 2000 a rendu ce sujet essentiel pour la survie financière des compagnies. Aujourd'hui, les trimoteurs ont disparu depuis longtemps et les quadrimoteurs sont clairement en voie de disparition dans les compagnies régulières. Le pari d'Airbus de lancer un quadrimoteur dans ce contexte était risqué bien que fondamentalement nécessaire étant donné la taille de l'avion. La liste des inconvénients de la 380 est encore longue, avec entre autres une capacité cargo réduite alors que les compagnies gagnent énormément d'argent en emportant du cargo dans les soutes des avions passagers, mais aussi la nette préférence des passagers pour des fréquences augmentées. La plupart des compagnies clientes ont commandé seulement un relativement petit échantillon d'appareils afin de se constituer des vaisseaux amiraux pour leur flotte. Une seule compagnie a réellement basé sa stratégie de flotte sur cet avion. Il s'agit évidemment d'Emirates qui à elle seule a réceptionné pratiquement la moitié de la production. La dépendance aussi forte d'un programme sur une seule compagnie est un problème majeur pour un avionneur. En effet, le pouvoir de négociation d'Emirates face à Airbus est rapidement devenu colossal. Il leur a été possible de diriger l'avenir de ce programme et d'obtenir des tarifs de vente largement déficitaires. Ces dernières années, de nombreuses querelles opposant Emirates et Airbus ont été décrites dans les médias. Un A380 remotorisé avait été souhaité par Emirates. Néanmoins, cela n'était pas envisageable car le carnet de commandes ne permettait déjà pas de rentabiliser la première version de l'avion et donc encore moins une seconde version. Cette problématique se posait non seulement chez Airbus mais aussi chez les deux motoristes Rolls-Royce et General Electric. La solution intermédiaire a été de proposer l'A390+, proposant quelques améliorations relativement mineures. Du point de vue des passagers, cet avion a une cote de popularité assez importante grâce à son confort en cabine. Néanmoins, auprès des compagnies clientes, cette popularité n'est pas partagée. Récemment, Singapore Airlines a sorti de sa flotte les deux premiers A380 qu'elle a reçus afin d'en accueillir de nouveaux. Un de ces deux exemplaires sortants n'a pas trouvé preneur et est donc parqué sur un aéroport en attendant un éventuel repreneur ou plus probablement son démantèlement. Le second exemplaire a été récupéré par la société de charter Highfly et a servi plusieurs fois cet été pour secourir des vols de transporteurs impactés par les problèmes de motorisation Rolls-Royce sur les Boeing 787. Il y a fort à parier que Highfly a pu mettre ses mains sur cet avion à des conditions très largement favorables, voire même quasiment gratuites grâce à Airbus. Cette mauvaise cote sur le marché de l'occasion est un problème majeur car cela induit le fait que la valeur résiduelle au terme de la première vie de ces avions est de zéro. La plupart des avions, lorsqu'ils sont sortis de la flotte des compagnies de première main, retrouvent souvent une seconde voire une troisième vie ailleurs dans le monde dans divers opérateurs réguliers, charter ou cargo. Dans le cas d'Air France, sa flotte d'A380 est d'actuellement 10 appareils. Il a récemment été annoncé que la flotte sera réduite de moitié d'ici à 2022. Cela est un coup dur de plus pour l'A380 alors que certaines machines ont à peine 5 ans. Au final, il est assez facile de conclure que l'A380 est un échec commercial comme l'aéronautique européenne n'en a pas connu depuis fort longtemps. Il y a peu de contre-arguments à cela. Néanmoins, la 380 est plus qu'un seul produit commercial à mon avis. Il s'agit d'un projet industriel européen ambitieux qui a eu un impact social et politique majeur. Je pense qu'il y a peu de projets aussi connus qui symbolisent aussi bien ce que l'Europe peut accomplir lorsque s'installe un climat d'entente et de collaboration. Même si les ventes de cet avion n'atteindront jamais les projections effectuées avant la crise financière, l'image de cet avion, le plus gros avion commercial jamais construit en série, restera un symbole fort de cette prouesse industrielle européenne majeure. Bonjour Rémi et bienvenue sur Parlons Aviation. Peux-tu nous décrire ton parcours aéronautique? Bonjour Antoine. Alors mon parcours pour la maintenance aéronautique consistait en 2 années d'apprentissage. Une première année en bac professionnel maintenance système cellule, puis une deuxième année en mention complémentaire pour approfondir un petit peu les connaissances et le tout en alternance afin de afin d'obtenir l'expérience nécessaire pour pouvoir avoir la licence Part 66 relative à l'entretien des aéronefs. Initialement, toi, qu'est-ce qui t'a intéressé à l'aéronautique? D'où vient ta passion? Alors, ça remonte à assez loin, tout petit. Mon père était déjà dans l'aéronautique, bien avant que je sois là. Donc en fait, j'ai baigné dans ce milieu, durant toute mon enfance et ça m'a donné envie d'aller dans cette voie. Alors pas spécifiquement dans la maintenance à la base, mais dans l'aéronautique de façon générale. Donc toi, tu as fait un bac
un autre bac avant le bac pro. Qu'est-ce qui t'a motivé à ce moment-là de choisir cette voie professionnelle plutôt qu'une voie plus classique, scientifique? Alors effectivement, j'avais fait un bac scientifique avant le bac pro, puis une licence de physique que j'ai arrêtée en cours de route. Et en fait, j'avais envie j'avais une envie de changement, d'aller sur le terrain suite à suite à un emploi saisonnier que j'avais fait pendant mes études. Je m'étais dit que ça serait finalement pas mal d'être en extérieur, pas seulement dans un bureau à faire de la théorie, si on peut dire. Et donc j'ai changé de voie et je suis allé vers une filière professionnelle. Mais je ne suis pas un cas isolé. J'ai pas mal d'amis qui ont fait ce choix-là, dont un ami avec qui je suis en contact encore, qui a fait le bac pro après avoir fait un DUT. Donc justement, quel était le profil, des gens qui étaient avec toi lors de ces études? Est-ce qu'il y avait un mix entre les 2 ou est-ce que c'était beaucoup de reconversion? C'est un peu difficile de dire ça à ce stade-là, mais de gens qui venaient d'autres parcours? Ouais, on était une quinzaine de mémoire, une quinzaine de personnes comme ça, avoir changé de filière. Alors certains avaient seulement un bac technologique ou général, scientifique généralement. Quelques-uns avaient fait des études supérieures, mais pas tant que ça finalement. Et il y avait un peu de tous les horizons. Il y avait des gens qui avaient des bacs pro vraiment purement techniques, très manuels, on va dire, et qui se lançaient là pour le coup, dans une reconversion c'était un virage à 180 degrés, quoi, par rapport à ce qu'ils avaient fait avant. Parlons un petit peu de ces études pour accéder au métier de mécanicien avion. À quoi ça ressemble et qu'est-ce qu'on y apprend et comment ça fonctionne? Alors, le bac pro ressemble à n'importe quel autre bac pro avec des matières assez généralistes. En plus de ça, il y aura des matières techniques pour vraiment apprendre le métier et l'environnement, des matières spécifiques. On va parler d'aérodynamique, de mécanique du vol. Alors sommairement, hein, c'est pas non plus, il s'agit pas non plus de savoir précisément comment va un avion, mais au moins d'avoir des notions pour savoir de quoi on parle. Ouais, mécanique, fonctionnement des systèmes et pas mal de théories et de pratiques aussi sur ce qu'on appelle les règles de l'art, c'est-à-dire comment assembler tel élément, comment faire telle procédure, vraiment le fond du métier, quoi, en fin de compte. Donc ensuite, tu parlais de la licence, Part 66. Est-ce que c'est quelque chose que tu as obtenu à la sortie du bac pro ou est-ce que c'est quelque chose qui met un peu plus de temps à obtenir? Alors, c'est quelque chose qui met un peu plus de temps à obtenir. De mémoire, avec une mention complémentaire, de mémoire, il faut 5 ans d'expérience sur avion pour pouvoir faire la demande. Si on n'a pas la mention complémentaire, ça prend un petit peu plus de temps encore. Enfin, il faut un petit peu plus de temps. J'ai pas le chiffre exact en tête, mais le plus rapide, c'est 5 ans environ pour obtenir la licence. Et ensuite, à partir de là, on peut commencer à inscrire des qualifications sur la licence et étoffer un petit peu le champ de compétences. Est-ce que c'est une licence, générique qui te permet de faire un peu tout? Donc toi, tu avais dit que tu avais fait un bac pro orienté, vers la cellule et les systèmes avions. Est-ce qu'il y a différentes spécialisations, différentes licences qu'on peut obtenir? Pour la licence Part 66, il y a deux grandes familles. C'est électronique et système cellule. Donc tout ce qui est électrique, électronique, ça va concerner les systèmes électriques, l'avionique sur l'avion. Et le système cellule va concerner tout le reste de l'avion, en fin de compte. On s'occupe vraiment de tous les circuits de l'avion. Après ça, il y a différentes catégories de licences selon la catégorie d'aéronef de laquelle on s'occupe. Les plus de 5 tonnes de mémoire, plus et moins de 5 tonnes en fin de compte. On va avoir du B1, B1.1, B1.2, B1.3. Et à chaque catégorie, en fait, à chaque type de licence va correspondre une catégorie d'aéronef. Maintenant, une fois que tu es dans une société de maintenance, on imagine qu'il y a quand même des grosses différences entre la maintenance, disons, d'un PC-12, quelque chose comme ça, et d'un 747. Est-ce que vous passez une sorte de qualification de type similaire à ce que nous, on pourrait avoir en tant que pilote? Alors oui, on passe une qualification de type qui permet, en sortie au terme de l'entretien, de signer la PRS, l'approbation pour remise en service de l'avion. Alors, on n'est pas obligé de passer une qualification avion, qui n'empêche pas de faire d'appliquer le programme d'entretien, en fin de compte.
mais on ne pourra pas forcément signer toutes les tâches. On sera restreint à un certain nombre de tâches, plus ou moins basiques. La qualification pour la maintenance, ça dure entre 6 et 8 semaines environ. Et on apprend vraiment tout l'avion, on apprend tous les systèmes. C'est assez long et fastidieux, mais on sait vraiment de quoi on parle quand on sort de là. Et à terme, avec la qualification, donc qualification plus licence, ça nous permet de signer la remise en service de l'aéronef. Donc si on s'intéresse un peu à ton parcours, toi, une fois que tu as obtenu ta licence, sur quel avion as-tu fait de la maintenance? Pendant mon apprentissage, j'ai fait de l'A320 pendant 2 ans. Donc ça compte dans l'expérience. Après ça, je suis parti sur 777 et 747 et j'y suis maintenant depuis 10 ans. Donc j'ai pas pu passer la qualif 747 parce que les avions sortaient de ma flotte, enfin, de la flotte de ma compagnie à court terme, donc les qualifications étaient fermées. Et j'ai passé la qualification 777 il y a maintenant, ça doit faire 7 ans, et la qualification 787 il y a 9 mois à peu près. Et on travaille, je travaille sur ces deux types d'avions maintenant. Si on s'intéresse à ces différents avions sur lesquels tu as travaillé, on imagine qu'il y a quand même quelques différences entre un Airbus et un Boeing, de manière plus générale. Mais au niveau de la maintenance, est-ce que vous, ça change quelque chose pour vous? Qu'est-ce que vous voyez comme type de différence de philosophie, si on peut dire ça comme ça? Alors la différence de philosophie va surtout se voir dans la façon dont se comporte l'avion. Selon les tâches qu'on a exécutées, ça peut être des tests ou des mises en configuration spécifiques pour les besoins de la maintenance. Et chaque avion ne va pas réagir de la même façon. Déjà, entre un 777 et un 747, il y a pas mal de petites différences, même il y a un très fort lien de parenté entre ces deux avions. Il faut quand même garder à l'esprit qu'à un moment donné, si on appuie sur tel bouton, sur un avion, il va se passer une chose, et sur l'autre avion, il peut se passer tout à fait autre chose. Donc, il peut y avoir des petits pièges comme ça. Mais après, le fond du métier reste le même. Maintenant, on voit beaucoup sur Airbus, en tout cas, moi, c'est quelque chose que je vois régulièrement quand la maintenance vient. Ils ont des systèmes électroniques de surveillance de maintenance où ils peuvent appuyer sur des boutons et faire des tests. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui existe dans tous les avions que tu as travaillé? Est-ce que ça impacte votre travail, ce genre de système? Alors, j'ai connu ça, oui, quasiment sur tous les avions, un petit peu moins sur le 747. Disons que c'était beaucoup plus sommaire. Le système de maintenance centralisé nous permettait plus d'avoir des rapports de défauts que de passer des tests. Mais oui, oui, c'est quelque chose qui nous aide pas mal, puisque ça fait gagner énormément de temps sur le diagnostic, et ça peut nous permettre également maintenant, avec les systèmes de tests intégrés, les byte tests, comme on appelle ça. C'est built-in test equipment. En fait, on peut tester directement un système ou une partie d'un système soit pour corriger un défaut, soit pour isoler un défaut et le corriger par la suite. Donc, ça nous fait gagner énormément de temps sur les recherches de panne. Ce type de recherche de panne, c'est des choses que vous faites, disons, sur la ligne quand un avion est prêt à partir? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous réservez plus sur les maintenances plus lourdes dans le hangar de maintenance spécifiquement? Alors, j'ai envie de dire que ça va dépendre du type de défaut. Euh, Ça, c'est quelque chose qu'on va apprendre avec l'expérience. On sait que tel message, parce que les avions sont, selon le défaut détecté par l'avion, vont générer, ou pas forcément, un message, un status message, un message, un caution, un warning, quelque chose d'autre. Soit un message affiché comme ça, soit un message gardé en mémoire qu'on va aller, nous, par la suite, chercher. Et selon le type de message, en fait, on sait si on peut dispatcher l'avion ou pas. Alors, forcément, quand on est en ligne, ça peut poser des contraintes quand on a un certain message qui s'affiche, qui ne permettent pas le dispatch de l'avion. Là, il y a forcément une action à effectuer derrière pour pouvoir faire repartir l'avion. Donc ça, pour avoir déjà vu un peu comment ça se passe, c'est souvent vous êtes en relation avec les pilotes parce qu'eux ont finalement aussi une responsabilité de savoir s'ils acceptent ou pas, l'avion. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui s'apprend avec l'expérience également aussi, j'imagine? Oui, un petit peu, ouais. Alors, on essaye de s'intéresser également sur avant de livrer un avion, disons, à l'équipage avec un défaut. On essaye de savoir où va partir l'avion, s'il peut y avoir des contraintes opérationnelles.
pour essayer de voir si on a le temps de corriger ou pas le défaut. Si l'avion part pour une transatlantique avec un système ETOPS euh, en panne, ça peut être assez problématique. Si on commence à dégrader les TOPS, ça peut poser des soucis opérationnels. Maintenant, si l'avion fait une ligne sans contrainte, sans contrainte particulière, on sait qu'on aura plus de chances entre guillemets, de vendre un avion avec un circuit en panne. Intéressant comme, comme métaphore. Donc, justement, donc tu parlais de l'ETOPS, donc c'est Extended Twin Engine Operations. Donc, c'est avant, traditionnellement, on faisait des transatlantiques ou des vols au-dessus de zones où il y avait peu d'aéroports avec des avions à 3 et 4 moteurs et on avait peu de contraintes. Maintenant, on a ETOPS, donc on fait des très longues traversées océaniques ou au-dessus d'endroits où il n'y a pas d'aéroport avec des avions bimoteurs. Vous, au niveau de la maintenance, ça change quoi pour vous? Alors, enfin, pour nous, ça nous impose certaines contraintes d'organisation. Par exemple, sur une visite donnée, on ne peut pas intervenir sur deux circuits identiques de l'avion pour éviter accidentellement d'impacter un circuit. Par exemple, les circuits hydrauliques sur une chèque A, on va intervenir lourdement, disons, sur un circuit hydraulique. On va changer les filtres, vérifier tout un tas de composants. Et sur les deux autres, l'autre ou les deux autres circuits hydrauliques, là, on va se contenter de seulement faire des inspections visuelles, vérifier des indicateurs, mais on va pas ouvrir le circuit, changer des composants, etc. Comme ça, en cas de contamination ou de soucis, d'avarie, il y aura seulement un circuit d'impacté et pas tous les circuits de l'avion. Et c'est valable sur tous les systèmes critiques, en fin de compte, je parlais de l'hydraulique, mais c'est aussi valable sur le conditionnement d'air, tout ce qui est génération électrique, vraiment les circuits essentiels de l'avion. Revenons-en aux différents avions sur lesquels tu as travaillé. Tu as parlé du 320, du 747 et du 777, qui sont des avions en construction, ce qu'on pourrait dire relativement classique, en aluminium. Mais il y a aussi le 787, qui est un avion en composite. Est-ce que ça change quelque chose pour vous, le composite, au niveau de la maintenance? J'ai pas énormément de recul sur cette machine, mais ouais, c'est assez nouveau. Il y a pas mal de précautions à prendre. On sait que c'est beaucoup plus fragile que l'aluminium. C'est beaucoup plus sensible à tout ce qui est impact, déformation. Il peut y avoir des défauts qui sont existants mais cachés. Par exemple, un choc, une collision avec un véhicule au sol sur un avion traditionnel en aluminium, l'aluminium va se déformer et va pas revenir à sa position. Donc, on va voir le défaut. Ça sera flagrant. Alors que sur le composite, l'avion va prendre le choc, mais le composite peut revenir à sa place initiale. Et derrière, on aura une délamination, une casse, un défaut vraiment réel. Mais extérieurement, ça se verra pas parce que le composite sera revenu à sa place initiale et de prime abord, on peut se dire, bon, bah, ça n'a pas touché, il y a pas de défaut. Donc, ouais, il y a pas mal c'est une nouvelle philosophie en fin de compte. C'est des nouvelles habitudes à prendre par rapport aux anciens avions. D'accord, donc ça c'est intéressant comme exemple, le cas de l'impact, qui est vraiment la chose hyper classique qu'on retrouve bah, pratiquement sur tous les avions autour des portes passagers et des portes cargo. Plusieurs C'est fois, il y ça, a, il y a des zones très ciblées. si on regarde souvent les statuts techniques des avions, hein, je pense à n'importe quelle compagnie, bah, on peut presque mesurer l'âge d'un avion au nombre d'impacts autour des portes. Mais donc, dans ce cas-là, dans le défaut que tu décris du composite, comment, si vous ne pouvez pas voir de l'extérieur, qu'est-ce que vous avez comme technique qui vont permettre de voir à l'intérieur les défauts du composite? Donc visuellement, on pourra pas voir facilement, à moins de commencer à faire un accès autour de la zone incriminée. Maintenant, on commence à avoir des appareils en fait qui vont analyser la structure du composite et nous dire s'il y a une délamination, une crique ou un défaut. Un peu comme ce qui se faisait jusqu'à maintenant les NDT, les tests non destructifs. Donc, c'est des équipes de personnes qui viennent avec des équipements de mesure soniques ou électriques qui inspectent en fin de compte la structure des avions. On applique ça sur le composite également maintenant pour vérifier des défauts légers comme ça. Des défauts qui pouvaient être légers et mineurs avant, mais qui peuvent être majeurs maintenant avec le composite.
Une autre particularité du 787 par rapport au 777, c'est un avion qui se veut tout électrique ou presque tout électrique. Est-ce que vous, ça change beaucoup de choses au niveau de la structure des systèmes et de la manière dont ils sont conçus et maintenus? Pour nous, ouais, encore une fois, c'est des nouvelles habitudes à prendre par rapport à un 777 classique, on va dire, qui nécessite un environnement assez simple, on va dire, un groupe de parc. Avec un groupe de parc sur un 777, on peut quasiment tout faire. Sur un 787, avec un groupe de parc, ça va être un petit peu léger. Si le groupe de parc n'est pas assez puissant, on va pas pouvoir alimenter tous les systèmes de l'avion. Il va falloir prendre pas mal de précautions pour pouvoir faire ce qu'on a besoin de faire. Des fois, bah, tout simplement, on va devoir mettre la paye en route. Ouais, ouais, c'est assez nouveau comme façon de travailler. Enfin, c'est les nouvelles habitudes, hein. C'est comme le passage de la génération 707 à la génération 747-400. C'est un peu la même, pour moi, c'est un peu la même marche d'escalier. Et il faut en permanence garder en tête que c'est un avion très, très, très gourmand et avec des fonctionnalités assez nouvelles par rapport à ce qui se faisait avant. Mais bon, encore une fois, les gens qui ont l'habitude, on va dire, de passer de Boeing à Airbus fréquemment, pour ces gens-là, je pense que ça pose moins de problèmes parce qu'ils sont habitués à switcher d'une philosophie à l'autre. Donc, si on s'intéresse de manière plus pratique à ton métier, les avions, le but du jeu, entre guillemets, d'une compagnie aérienne, c'est qu'ils gagnent un maximum d'argent et donc qu'ils volent un maximum pendant la journée, ce qui implique qu'il y a souvent beaucoup de maintenance la nuit. Est-ce que ça veut donc dire que toi, tu travailles principalement la nuit ou une alternance nuit-jour? Ça ressemble à quoi tes plannings? Alors ça dépend de la flotte en fin de compte. L'exploitation jour et l'entretien nuit, ça correspond à une flotte pour courrier, moyen courrier essentiellement. Moi, sur du long courrier, c'est un petit peu différent. Les avions, on a des départs et des arrivées tout au long de la journée en fin de compte. Donc, c'est assez varié. Moi, pour ma part, je fais de l'entretien léger, mais en hangar, pas en piste. On a les avions qui descendent au hangar pour des checks. Alors, on fait un peu de tout, hein. On fait de la visite journalière jusqu'à la check C, qui commence à être assez lourde. Mais c'est un planning en 3/8 puisque les avions vont et viennent tout au long de la journée. On va avoir une entrée de visite presque chaque jour, une sortie de visite presque chaque jour. Euh, il faut bien évidemment du monde pour pouvoir assurer tout ça. Les équipes qui travaillent spécifiquement sur le moyen courrier, ces équipes-là, ouais, travaillent plutôt de nuit, ouais. Tu faisais la distinction entre la maintenance de piste et la maintenance au hangar. Quelle est la différence entre ces deux groupes de tâches, si on peut appeler ça comme ça? Alors l'entretien en piste va s'occuper de tout ce qui est vraiment petit entretien, les visites journalières, les visites hebdomadaires. Des fois, ils peuvent également faire certains items de check A, peut-être de check C, mais ils vont faire de l'entretien vraiment, vraiment léger, de routine, quoi. Alors qu'au hangar, on va plus se focaliser sur de la maintenance un petit peu plus lourde, plus approfondie. Comme on a l'infrastructure, l'avion vient pour des fois 2, 3, 4 jours, des fois une semaine, des fois un peu plus, selon les chantiers. Et là, on va commencer à ouvrir des trappes des portes de visite, des trappes d'accès. On va démonter des systèmes pour les inspecter. On va faire des essais un peu plus approfondis qui peuvent pas être faits en piste, soit parce que l'infrastructure ne le permet pas, soit parce que c'est vraiment chronophage. On va avoir certaines inspections qui vont s'étaler entre la préparation, l'inspection et la renormalisation. Ça peut s'étaler sur 1 ou 2 jours, voire plus selon les inspections à faire. Si c'est vraiment quelque chose à faire sur une check C, on va dire une check lourde tous les 3, 4 ans, là, on va plus prendre le temps de faire cette inspection. Tu as parlé de différents niveaux de check, de journalier au check C. Si on essaye de donner un aperçu de tout ça, quel est le type d'item que vous allez regarder sur un check journalier et hebdomadaire? Alors sur un journalier, on va à l'essentiel en fin de compte. Quand l'avion arrive, on va traiter les plaintes équipage, on va traiter les éventuels messages d'erreur que l'avion a pu générer. On va vérifier également qu'il n'y ait pas des messages d'erreur non affichés, mais tout de même dans la mémoire du système.
et on va corriger ces défauts pour permettre la remise en service de l'avion très rapidement. C'est le but d'une visite journalière, en fait. Ça, c'est de l'opérationnel. Vraiment, c'est de la maintenance opérationnelle. On fait au mieux pour que l'avion puisse repartir. Sur une check plus lourde, comme je disais, là, on va faire des tests spécifiques pour vérifier l'intégrité des systèmes, même si le système n'a rien, en fin de compte. C'est le programme d'entretien fait par l'avionneur, Airbus, Boeing ou peu importe qui d'autre, qui va demander toutes les 2000 heures de vol, il faut faire le test de ce système selon telle procédure. Ça, c'est quelque chose qui m'avait étonné. J'avais eu l'occasion une fois d'aller donc au hangar de maintenance de la compagnie où je travaille. Et puis, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est effectivement cette vérification assez routinière de systèmes, bah, des choses comme l'altimètre et la prise de vitesse, les pitot, tout ça. C'est des choses que vous vérifiez de manière périodique, même si ça fonctionne tout à fait correctement et qu'il n'y a pas de panne, hein, c'est ça? Exactement, ouais. C'est le programme d'entretien, tout simplement, qui définit ce qu'on doit vérifier. Après, on peut même, il se peut même qu'on serve, tu parlais des pitos, des circuits pitot statiques, etc., des circuits anémométriques. On va parfois l'utiliser pour d'autres tests. Alors, ça va pas forcément valider le système, mais on peut à ce moment-là et aussi se rendre compte d'un éventuel souci. Quand on fait un essai de pressurisation, par exemple, ou un essai de RAT, la Ramer Turbine, on simule une condition au vol pour le fonctionnement du système. Et ça serait l'occasion éventuellement de détecter un défaut sur le circuit anémométrique, même si c'est pas l'objet de la vérification à la base. OK. Ah ça, c'est intéressant, donc cette notion de faire croire à l'avion qu'il est en vol, donc c'est-à-dire que vous avez quelque part, dans les systèmes de maintenance, vous pouvez lui dire: «Ben, pressurise-toi», lui faire croire que le train il est rentré et ce genre de choses pour pouvoir tester, tout le cycle des systèmes comme s'il volait pour de vrai, c'est bien ça dont il s'agit? Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Alors ça va varier d'un avion à l'autre. Sur l'A320 de mémoire, il n'y a pas de fonction électronique pour faire ça. Si je me souviens bien, on met des cibles sur les trains d'atterrissage, sur les capteurs de conditions sol-vol, pour lui faire croire que le train est détendu et donc que l'avion n'est pas au sol. En fin de compte, c'est ça la petite tricherie. Sur des avions plus récents, alors les Airbus, je me prononce pas, je ne connais pas, mais sur le 777, on ne met plus de cible comme ça. Par contre, électroniquement, on va simuler un mode, on va lui faire croire qu'on est en vol. Alors, il y a tout un tas de précautions à prendre parce que l'avion a ses propres sécurités pour ce mode de fonctionnement. Mais c'est en un clic, en gros, on lui dit, alors que l'avion est posé par terre, les panneaux, les ailes grandes ouvertes, toutes les portes ouvertes, etc. En un clic, on lui dit, bon, ben, maintenant, tu es en vol, Coco, et voilà, tu réagis comme si tu étais en vol. C'est très intéressant et du coup, grâce à ça, vous arrivez à répliquer des modes de fonctionnement de systèmes tels qu'ils seraient en l'air au final. C'est ça la finalité? Voilà, voilà, c'est ça. Alors, la finalité finale, on peut dire, c'est d'accéder à des modes de fonctionnement qui ne sont disponibles qu'en vol. Par exemple, je parlais ouais, de la pressurisation ou le chauffage de la soute sur le 777, ou encore d'autres modes qui sont désactivés au sol, en fait, parce que dans la logique des circuits de l'avion, au sol, on n'a pas besoin de ces systèmes, de ces fonctionnalités-là. Et nous, du coup, pour les tester derrière ou pour faire une recherche de panne, pour faire une vérification, on est obligé de mettre virtuellement l'avion en l'air pour que le système puisse fonctionner. C'est super intéressant, je connaissais pas, du tout ça, mais finalement c'est vrai que c'est logique. Maintenant, intéressons-nous à l'évolution de ces avions. Quelque chose qui n'est pas nécessairement évident vu de l'extérieur ou même d'un point de vue pilote, c'est qu'en réalité, ces avions, ils évoluent au fur et à mesure de leur, vie, que ce soit des mises à jour, logicielles ou des mises à jour, techniques de systèmes qui évoluent. Est-ce que toi, tu participes à ce genre d'évolution? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites régulièrement de faire des mises à jour de l'avion, si on peut parler comme ça? Alors, j'ai pas participé personnellement, mais j'ai côtoyé les gens qui ont fait ça. Ouais, ouais, il y a régulièrement des mises à jour sur les systèmes. Là, en ce moment, par exemple, il y a une grosse campagne de mise à jour sur les transpondeurs. Donc, il y a
tout un process de remplacement de calculateurs, de mise à jour du circuit pour répondre aux nouvelles normes exigées pour les transpondeurs. De temps en temps, c'est quelque chose qui va être propre à l'avion, pas forcément du réglementaire, mais propre à l'avion. Par exemple, le calculateur d'analyse d'informations de l'avion va avoir une mise à jour. On va passer du 17.0 au 17.3, qui va amener des nouvelles fonctionnalités, qui va être plus performant. Et du coup, ouais, sur les avions récents, ça ressemble vraiment à de l'informatique de chez soi. On vient avec soit des disquettes ou des disques durs. On charge un nouveau soft dans l'avion, on le met en mémoire interne, on l'installe sur le calculateur. On fait une batterie de tests derrière pour vérifier que tout soit bien pris en compte, que tout fonctionne normalement comme c'est prévu. Et voilà, on a la version mise à jour. Et sur les machines encore plus récentes, comme le 787, le téléchargement des nouveaux softs se fait même automatiquement. Dès que l'avion se pose, il arrive près de sa porte. Si l'aéroport est équipé avec le réseau d'antennes qui fonctionne avec l'avion, que le département de maintenance a accès aux bornes sans fil, en fait, l'avion va télécharger automatiquement le dernier logiciel de chez Boeing, le dernier soft. Il va pas l'installer tout seul. Ça sera au mécanicien de faire ça une fois que ça lui sera demandé. Mais tout sera prêt déjà à peine l'avion posé au sol. Waouh, ça c'est vraiment trop fort en fait. Donc, effectivement, comme tu dis, ça se rapproche beaucoup de l'informatique qu'on connaît à la maison avec nos téléphones ou nos ordinateurs qui nous demandent toujours de faire des mises à jour. Et donc, si je comprends bien, c'est une sorte, j'imagine que c'est pas du Wi-Fi, mais il y a des antennes sur les aéroports et puis les avions se connectent. C'est propre au 787 ou est-ce que c'est quelque chose de plus global qui sera amené à être utilisé sur, par exemple, la 350? Alors, je crois, mais je m'avance peut-être un peu vite, je crois que la 350 fonctionne un petit peu comme ça aussi. Et à terme, je pense que tous les avions fonctionneront comme ça. C'est un gain de temps assez phénoménal pour nous, puisque des fois, on peut avoir du retard dans la disponibilité des softs ou dans l'équipement qui permet le chargement des softs sur l'avion. Alors que là, le téléchargement se fait tout seul. C'est totalement transparent aussi bien pour l'équipage que pour la maintenance. Au niveau de la maintenance, on va avoir une demande de mise à jour, une demande d'exécution de tâches, en fait, qui va nous dire sur tel avion, installer tel part number de soft. Et voilà, la mise à jour est faite. C'est vraiment ça pour ça, ouais, ça sera un gain de temps par rapport à ce qui se fait actuellement. Waouh, ça c'est vraiment ouais, c'est vraiment fort, moi, je trouve, mais si on s'intéresse également un petit peu plus à ces modes de transmission de données, est-ce que vous avez également des modes de transmission de données qui permettent à un avion, lorsqu'il est en l'air, de vous prévenir alors qu'il est encore en vol d'une panne pour qu'ensuite vous puissiez la rectifier au sol? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez? Oui, alors dans la compagnie où je travaille, c'est quelque chose qu'on a, les rapports à CARS. Alors c'est par transmission satellite. Alors après, il me semble, mais je m'avance peut-être un peu, il me semble que chaque compagnie, chaque MRO, maintenance, repair and overhaul, peut choisir de s'abonner ou pas à de la transmission de données. Mais en tout cas, dans la compagnie pour laquelle je travaille, on reçoit les données quasi en temps réel, ouais, pour les avions. Et on peut suivre sur les applications dédiées, on peut suivre vraiment instantanément, peut-être pas tous les paramètres, mais en tout cas une grosse quantité de paramètres. Et l'avion, du coup, va aussi envoyer des alertes en temps réel quand il y a un problème. Et donc avant même l'arrivée de l'avion, effectivement, on sait déjà tel système, il y a une panne sur tel système, il faudra surveiller cette pièce-là. Et encore une fois, c'est quelque chose. Pour nous, c'est un gain de temps. Et ça nous permet d'anticiper des réparations, voire même un problème à venir. On entend beaucoup parler de maintenance, prédictive. Est-ce que c'est ça qui est mis sous ce terme-là, donc d'analyse des paramètres intégrés à l'avion, puis ensuite télétransmis? Oui, exactement, c'est ça. Par exemple, sur une consommation d'huile APU, on va voir la courbe, l'évolution de la courbe de la consommation d'huile, et on va pouvoir dire, ah bon, d'ici une dizaine de cycles, il va falloir penser à faire quelque chose, sinon on sait par expérience qu'on va aller au-devant de problèmes plus importants. Donc encore une fois, ouais, c'est quelque chose qui va dans le sens du gain de temps et surtout de la sécurité. Intéressons-nous maintenant un petit peu plus au système cabine, ce que les passagers voient lorsqu'ils sont dans l'avion.
Est-ce que vous êtes également responsable de cette partie-là? Alors ça va être chaque compagnie va avoir sa politique, mais oui, oui, le mécanicien à la base est vraiment responsable de tout, de l'avion dans son ensemble, quoi, en fin de compte. Après, à mon niveau, ça va se concentrer surtout autour du dépannage, des choses un peu fonctionnelles ou cosmétiques. Alors aujourd'hui, on a les systèmes IFE, les In-Flight Entertainment, qui permettent aux passagers de voir la vidéo, d'avoir la géovision et tout un tas de distractions à vol. Et bien souvent, ces systèmes-là cohabitent avec les circuits de l'avion, avec les systèmes de l'avion, simplement parce qu'il y a deux ou trois prestataires de systèmes IFE sur le marché, peut-être plus. Chaque compagnie peut choisir son prestataire, donc il faut que chaque système cohabite parfaitement avec les circuits de l'avion. Et bien souvent, ce sont ces prestataires-là qui viennent faire du dépannage ou de la maintenance, tout simplement parce que c'est encore, c'est à nouveau des calculateurs, une partie électronique, informatique assez spécifique. Donc nous, on va pouvoir, à notre niveau maintenance avion général, on va pouvoir faire du dépannage assez léger, pas rudimentaire, mais euh, des tâches simples. Et si ça commence à être un petit peu plus approfondi, vraiment au niveau informatique, là, on va faire appel aux prestataires du système. Effectivement, parce qu'on imagine que ce ne sont pas des systèmes critiques au niveau du vol en lui-même, mais au niveau de la satisfaction client, si on peut dire ça comme ça, je pense que c'est vite assez critique. C'est ça, ouais. Sur un petit vol de 2 3 heures, c'est pas trop grave s'il y a pas de télé ou autre, mais sur un long courrier de 7 8 9 10 heures, ouais, ça commence à, on s'y fait vite. Maintenant, si on s'intéresse plus à l'organisation des équipes de mécaniciens, on se doute bien que lorsque tu travailles sur un avion, tu n'es pas tout seul. Quelle est la taille d'équipe classique qui travaillerait sur un avion? Et est-ce que vous aussi, vous avez également un système comme nous, on a dans le cockpit de vérification du travail de chacun? Alors, pour la composition de l'équipe, alors, tout va dépendre du type de visite. Sur une visite journalière, on va être alors, tout seul ou à deux, mais bien souvent, on n'est jamais moins que deux, simplement pour des raisons de sécurité, pour ne pas être tout seul sur un avion au cas où il nous arriverait quelque chose, qu'il y ait toujours quelqu'un pour pouvoir intervenir ou au moins alerter les secours. Et sur une visite un petit peu plus lourde, sur une check-A, sur une check-C, là, on va être 10, 15, peut-être 20 personnes, pas forcément tout le monde en même temps. On aurait tendance à croire que ça avancerait plus vite comme ça, mais non, en fin de compte, plus on est en même temps sur l'avion, et plus on se marche dessus, et plus on interfère aussi les uns les autres avec les systèmes à faire. Par exemple, quelqu'un qui fait une inspection du circuit hydraulique va empêcher un essai du circuit hydraulique. Si quelqu'un d'autre doit faire un essai de rentrée du train, on va pas pouvoir le faire pendant qu'il y a une intervention sur le circuit hydraulique. Donc, c'est tout un tas de choses à coordonner. Et ensuite, pour les vérifications croisées, ouais, on a un système de contrôle qualité, appelons ça comme ça, qui consiste, selon les tâches, c'est demandé par le manuel de maintenance, qui nous demande en fait de faire réitérer le travail effectué par quelqu'un d'autre, par une personne indépendante. Alors des fois, ça peut être un collègue, tout simplement. Des fois, c'est une personne avec une qualification supérieure et qui va vérifier quelque chose un point précis. Par exemple, sur un essai de RAT, de rameur turbine, on va vérifier que les poignées, sur le 777, hein, je parle pour le 777, que les poignées de commande du module de RAT qui permettent de faire l'essai soient bien remises dans leur position vol. Parce que si elle n'était pas dans cette position nominale, en fait, la rate pourrait ne pas se déployer en cas de besoin en vol ou ne pas fonctionner, ne pas fournir le secours qu'elle est censée fournir. Si on donne un peu de contexte sur cette rate, donc la Raymer Turbine, moi je connais évidemment plutôt la partie 320, mais sur 320, donc c'est une petite hélice qui va sortir si jamais on n'a plus de génération hydraulique ou électrique en fonction de la panne, et ça va faire tourner un moteur hydraulique qui peut alimenter un système électrique ou alors l'hydraulique, parce que le 320 est quand même un avion fly-by-wire, mais ça empêche que s'il n'y a pas de puissance hydraulique, l'avion il vole plus. Sur 777, j'imagine que c'est à peu près la même idée. Oui, c'est la même idée, bah, sur tous les avions équipés de RAP. On a une petite pompe hydraulique, une petite génératrice électrique qui permet vraiment de ramener l'avion au sol s'il n'y a plus aucun système qui fonctionne.
sur les avions modernes, c'est vraiment, comme on dit, c'est le dernier recours parce que les systèmes sont redondants, sont multipliés. Sur un 320 ou sur un 777, on va avoir trois circuits hydrauliques, deux sources principales électriques. Déjà, quand on a une des sources qui tombe en panne, ce dont la probabilité est assez faible de nos jours, il reste quand même une deuxième, voire une troisième source de puissance. Des fois même encore, on va avoir de la redondance à ce niveau-là. La rate, c'est vraiment un dernier secours. Tu évoquais un peu tout à l'heure les risques du métier et qui était la raison pour laquelle vous étiez deux. Quels sont les risques de la maintenance que vous pouvez rencontrer au jour le jour? Ouf. Alors c'est les chutes d'objets, on essaye d'éviter. S'il y a un morceau de l'avion qui se détache, c'est vraiment pas bon. Mais non, c'est plus, c'est lié à l'environnement plus qu'au métier en lui-même. Sur une petite visite, c'est vraiment, ça va être tous les véhicules, tous les services, en fin de compte, qui gravitent autour de l'avion, tout l'écosystème qu'il peut y avoir autour de l'avion. On peut être heurté par un véhicule, des fois, il y a des parties assez saillantes qui dépassent de l'avion, selon les types d'avions. Il arrive que quelqu'un voit pas une antenne VHF qui dépasse, ou un truc comme ça, essaye de mettre un coup de tête à l'antenne. Bon, je connais pas de cas où c'est la personne qui est gagnée par rapport à l'avion, mais et c'est principalement pour éviter d'être tout seul. Après aussi, tout simplement, quelqu'un peut faire un malaise, tomber dans les pommes ou je ne sais quoi. Et bon, c'est bien d'avoir quelqu'un à proximité pour alerter les secours en cas de besoin. Quel conseil aurais-tu pour quelqu'un qui souhaiterait devenir mécanicien avion aujourd'hui? Il faut de la patience, il faut de la rigueur. Il faut surtout pas se décourager parce que c'est quand même c'est très enrichissant, aussi bien sur le plan technique, que sur le plan humain, sur le plan ne serait-ce que de l'apprentissage. Comme tout ce qui tourne autour de l'aviation, en fin de compte, on n'est pas seulement focalisé sur notre domaine. On s'intéresse un petit peu à tout ce qui tourne autour, à tout l'environnement. Donc on va apprendre du technique, mais aussi du réglementaire, de l'opérationnel pour essayer d'être le plus performant possible. C'est vraiment quelque chose d'enrichissant. Ainsi se conclut donc cette interview. Jean-Rémy, merci beaucoup d'être venu partager avec nous ton métier si indispensable à l'aviation. Merci beaucoup, Antoine. Merci de m'avoir permis de répondre à tes questions. La vidéo de la semaine est une vidéo proposée par la chaîne YouTube de Jean-Rémy. On peut y voir le démarrage et la mise en puissance d'un gigantesque moteur de Boeing 777, le GO90. Cette vidéo permet d'apprécier les différents bruits de cette motorisation exceptionnelle, mais aussi d'avoir un aperçu des précautions qui sont prises lors de ces essais. Vous pourrez y remarquer un chariot grillagé empêchant l'ingestion de débris dans le moteur au sol, ainsi que des barrières déviant le souffle derrière l'avion. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien www.parlonsaviation.com/vidéo33 sans accent sur le E de vidéo. Ainsi se conclut donc le 33e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Jean-Rémy d'avoir accepté de venir nous parler de son métier et de cet aspect méconnu de notre industrie. La description de cet épisode est disponible sur notre site web www.parlonsaviation.com/33. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact@parlonsaviation.com. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site www.parlonsaviation.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter sur @parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté le 33e épisode de Parlons Aviation.